Rogers. Vous regardez TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va revoir une entrevue qu'on a eu à faire ici dans nos studios avec Céline Leduc de l'Institut du Savoir Montfort. Et on va on va revoir cette entrevue qui nous parle d'une étude sur l'impact de la pratique du yoga chez les femmes enceintes. On va aussi parler du stress pendant ce temps des fêtes. Et tout de suite, pour commencer, on va parler avec Nabila Trados. En fait, on va parler de votre amour, je vais dire, pour la langue française. Parce que votre amour, là, je pense que ça date de plus de 40 ans. Je n'étais même pas née. Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus, ok. Plus, je ne dirais pas. Mais c'est une amitié, vraiment. J'ai lié une forte et profonde amitié avec la langue française. Vous avez grandi dans la langue française? J'ai grandi. Vous avez étudié dans la langue française? J'ai étudié dans une école française. Et puis, toute ma vie, c'était le français. Après ça, j'ai étudié à l'université en Égypte pour avoir une licence de lettres françaises. D'accord. Et après, j'ai refait une deuxième licence à Paris. Lettres françaises, toujours. Ok. Oui. Puis, à chaque fois que vous vous lanciez dans cette aventure-là, c'était quoi votre objectif? Je me dis, quand on fait une licence dans le domaine dans lequel vous avez fait, directement, c'est pour donner des cours, hein? Et je ne sais pas, à ce moment-là, je ne voulais même pas être professeur. Sérieusement? Oui, mais c'était la langue, Et puis, je me suis trouvée, comme ça, enseignante aux adultes au Centre culturel français du Caire. OK. C'est un centre pour des adultes qui veulent étudier le français ou bien qui partent en France pour faire une maîtrise ou vivre. Et après ça, je suis arrivée au Canada. D'accord. Alors, comment ça s'est fait? Parce que je sais qu'avant d'arriver au Canada, comme vous l'avez mentionné, vous avez donné des cours. Vous avez donné aussi des cours à l'université, si je ne me trompe pas. Hein? D'Ottawa. Vous avez donné des cours à l'université, mais au Caire, vous n'avez pas donné de cours au Caire? Et si, à l'université? Non, c'est le centre. Au centre seulement? Au Centre culturel français, oui. D'accord. Et puis tout ça vous a amené à venir au Canada. Et puis, on se parlait tantôt et puis vous étiez en train de me dire que votre chef là-bas avait du mal à vous laisser partir. C'est vrai. Et il m'a dit, à regret, je signe votre départ. Mon dossier était arrivé. C'est encore très émouvant pour vous. Oui. Et puis, à ce moment-là, on devait démissionner alors quand on quitte le centre. Mais il m'a donné un délai de 6 mois. Au cas où vous changez d'avis. Il m'a dit, Nabila, au cas où vous changez d'avis, vous retournez, votre place est toujours là. C'est tellement... de toute façon, quand je retourne visiter l'Égypte, direct au Centre culturel français. Parce que vous avez gardé de bons liens là-bas. C'est vrai, c'est toute une partie de ma vie. Et puis, arrivé ici, c'était la même chose. L'amour de la langue m'a fait oublier la neige. Alors, votre arrivée au Canada, en fait, vous étiez venu pour donner ce que vous aviez comme bagage francophone, je pourrais le dire ainsi? Je suis venue en tant qu'immigrante. D'accord. J'ai 2 filles et mon mari était là à ce moment-là. Donc, j'ai travaillé la semaine de mon arrivée. Et dès que vous êtes arrivée la même semaine? Dès que je suis arrivée, je suis allée voir le directeur du centre parce que mon dossier était déjà là. Avant que vous n'arriviez au Canada, votre dossier? Le dossier était déjà arrivé. Alors, je suis allée le voir. Il m'a dit, reposez-vous du décalage et venez. Wow. Et j'ai commencé à l'Alliance française. Il y avait une école à Hall pour les fonctionnaires. D'accord. J'allais aussi. Pour donner des cours aux fonctionnaires. Aux fonctionnaires.
J'ai enseigné aussi à l'Université d'Ottawa comme français langue seconde. Oui, au Canada, on dit langue seconde. En langue seconde, oui, c'est ça. En Égypte, on dit langue étrangère. Okay, oui, ouais, c'est différent. C'est différent. Ben, après ça, comme j'étais à l'Alliance et parfois j'avais des étudiants fonctionnaires, quelqu'un m'a proposé de travailler au ministère, dans un ministère, et j'ai commencé et j'ai passé 17 ans. Votre amour pour la langue française, on pourrait le dire, ça vous a ouvert plein de portes. Ça donnait plein de belles opportunités. C'est vrai. Et puis je pense, cet amour de la langue française en moi, ça se reflétait sur mes étudiants, qui, pour la plupart, ont aimé cette langue. Je vais vous garder avec moi, Nabila, parce qu'après la pause, on va découvrir votre ouvrage intitulé Nuances et subtilités de la langue française. Oui. Je vous garde vous aussi avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Dans l'apéro avec Julie, je reçois la pionnière du yoga du rire au Canada, Madame Linda Leclerc. Préparez-vous à rire avec nous. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va maintenant parler de l'ouvrage de Nabila Trados qui est Nuances et subtilités de la langue française, en gros. Ma question à moi, là, c'est, vous avez donné des cours, vous êtes professeur et tout. Pour vous, c'est quoi la difficulté du monde à pouvoir mieux s'exprimer en français? Est-ce que c'est la grammaire, l'orthographe? Bien sûr, tout le monde sait que la grammaire... La langue française, c'est sa grand-mère. La langue française, c'est une langue très riche. Ouais. Dans sa complexité et très subtile et fascinante dans sa subtilité. Tellement vrai, qu'est-ce que vous avez dit là? Alors, pour la grammaire, oui, c'est vrai, la grammaire, il y a la règle et il y a les exceptions. Qui sont toutes longues comme ça? Oui. Mais la grammaire, on peut l'expliquer et puis la comprendre. J'essayais de faire comprendre aux étudiants. Comprendre, pas étudier la règle. Comprendre, c'est bien mieux. Bien sûr. Je ne sais pas s'ils acceptaient ou s'ils se soumettaient, mais enfin... Mais au moins, ils apprenaient. Ils apprenaient, bien sûr. Mais le problème que j'ai découvert ici, quand je suis arrivée au avec Canada, les fonctionnaires, très professionnels et vraiment avides de savoir. Ouais. Le problème, c'était ces nuances. Pourquoi on dit... 1 an et pas une année. OK. Pourquoi on dit la différence entre savoir et connaître? OK. Je peux dire je connais cette personne, mais je ne peux pas dire je connais nager, par exemple. Okay. Mais je sais nager. Donc, il fallait trouver des règles pour ces adultes qui posent trop de questions. C'est parce que oui, ils veulent comprendre. Et c'est différent, l'enseignement aux adultes et l'enseignement du français langue maternelle. Les enfants grandissent comme ça par oreille. Et puis, ils avaient un
tas d'expressions, un tas de nuances dans les examens de la fonction publique. Wow. Les examens du bilinguisme. Et moi, j'ai travaillé Beaucoup. beaucoup. Toute ma carrière ici, c'était avec les fonctionnaires pour les préparer à ces examens. Donc, il fallait vraiment trouver une solution, trouver moyen pour réconcilier. Les réconcilier même avec la langue. Avec la langue. Tellement de nuances. Sérieusement, il y en a beaucoup et puis on s'en rend même pas compte. Vous avez pris un exemple tantôt. C'est une année et puis... un an. Oui. C'est quoi la différence, par exemple, pour ça? Le suffixe « est » à la fin d'un mot veut dire une durée ou bien veut dire un contenant. Donc, c'est spécifique. C'est spécifique. Alors, quand je dis... Pourquoi je dis « bonne année » et non pas « Bon an. bon an ». Alors, année, c'est la durée. OK. An, c'est une quantité. J'ai travaillé pendant 15 ans. 15 ans. Mais je ne vais pas dire j'ai travaillé pendant 15 années. D'accord. Alors, c'est ça, ces petites nuances. Vous allez à l'opéra ce soir, je vais vous dire bonne soirée et non pas bonsoir. Bonsoir. OK, OK. Il faut vraiment trouver la nuance. On ne fait pas d'erreurs. C'est toujours en apprentissage, en faisant des erreurs qu'on va dire qu'on apprend. Puis, quand j'étais en train de feuilleter votre livre, avant qu'on ne se voit aujourd'hui, j'ai noté ça, durant et pendant. Oui. Et je faisais la même erreur. Oui. Donc, c'est quoi la différence entre durant et pendant? Pendant, durant, voilà. Durant, c'est une durée. Une durée. Pendant, c'est un moment spécifique. J'ai fait ça ou j'ai rencontré telle personne pendant ma carrière. Là, j'ai noté même que vous avez pris comme exemple dans le livre, c'est quand on utilise pendant, c'est la simultanéité. Exactement. Il travaille pendant que je fais la vaisselle. OK. Bon. Oui. Pourquoi j'ai pris cet exemple, je ne sais pas. C'est très intéressant. Oui. Et le durant, comme on a dit, c'est vraiment une durée. Une durée, oui. Pourquoi vous avez pensé que ça, c'était super utile de le Mais faire, justement, comme je vous dis, il y a plein de petits mots comme ça dans les examens de la fonction publique. Et les étudiants étaient un peu perdus. Par exemple, quelque chose de complexe et compliqué. Clôture et clore. OK. Clôturer, pardon. OK. Clôturer, c'est mettre une clôture. Une clôture. Clore, c'est fermé. Clore, voilà. La discussion est close. OK, OK. Puis là, vous avez pris aussi complexe et compliqué. Oui. Complexe, c'est... Complexe, c'est-à-dire grand, plein de Sous-entendu? Plein de sous-entendus, mais compliqué, c'est-à-dire c'est difficulté. Il y a des difficultés. On ne peut pas dire que... Je vais dire ce problème de mathématiques est très compliqué. Cet exercice est très compliqué. Mais la langue française, qui est profonde, elle est complexe. Elle est complexe. OK, je vois un peu Et la c'est nuance, complexe là. dans sa richesse. Je vois un peu la nuance. Oui. Puis cet outil-là, j'étais juste en train de penser comme ça qu'on peut pas toujours... C'est vrai, on a Google et tout, Internet, mais on peut pas toujours se promener avec un gros dictionnaire avec nous. Là. C'est ça, vrai. Ça aide beaucoup, en fait. Et ça aide, et c'est juste pour, surtout les fonctionnaires. Comme par exemple ici, moyen, moyenne, moyen. Alors, il n'a pas les moyens. Les Comme moyens financiers. Oui, c'est toujours au pluriel. OK. La moyenne de cette classe, la note moyenne, c'est le average. OK. Il est un moyen, c'est-à-dire une façon. Je devais trouver un moyen pour réconcilier les étudiants. Puis ça, c'est un beau outil. Hein. C'est un bon outil, je pourrais dire. Parce pourquoi? Mais quand vous parlez d'étudiants, je me sens un peu frustrée parce que je me dis que c'est quelque chose que tout le monde peut avoir accès. C'était vraiment dans le but d'aider vos étudiants. Ça, Bien je l'ai sûr. compris. Bien Mais sûr. après, là, c'est monsieur, madame, tout le monde qui peut avoir et puis enrichir son vocabulaire. Vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Pourquoi un mot, le verbe mettre, par exemple, pourquoi, avec le changement d'une préposition, Oui. il change de sens? C'est vrai. Mettre à pied, mettre sur pied, mettre à jour.
un travail, mettre au jour, révéler. Ça change carrément le sens même de qu'est-ce qu'on est en train de dire. Oui. Alors, quand j'ai vu ça, et à la demande de mes étudiants, que j'aime beaucoup, même si je suis à la retraite, et j'ai contact avec eux, avec un club de lecture jusqu'à présent, à leur demande, je devais trouver une liste. Alors, j'ai fouillé. On a combien de mots dedans? Vraiment, j'ai pas compris. Je pense qu'on a plus de 1000 mots, je pense. Peut-être. On a plus de 1000 mots parce qu'il y a un index qui commence et puis c'est vraiment placé par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique. C'est très bien organisé et puis vous savez, le nombre, c'est plus fort que moi. J'oublie toujours. Non, mais c'est bon, vous avez fait un très beau travail. Où est-ce qu'on pourrait l'avoir, ce document? Bien sûr, ça se vend sur Amazon. OK, ça c'est bon, ça, tout le monde. Et puis j'ai donné quelques exemplaires dans quelques librairies ici. D'accord. Le Coin du Livre. Parfait. Le livre la librairie du Soleil. OK. Et puis, il y avait une librairie qui a fermé, la librairie du Centre. Ben d'accord, au moins on a 2 librairies qui ont la possibilité où est-ce qu'on peut avoir ça. Et puis aussi sur Amazon, tout le monde a accès. Oui, merci beaucoup, Nabila. Et puis j'aimerais vous revoir parce que je sais que vous travaillez sur un autre projet. On va taire le nom et puis on va vous revoir peut-être en 2020 pour en reparler. Peut-être. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Et puis comme Nabila l'a dit, elle a mentionné 2 librairies dans lesquelles c'est disponible, la librairie du Soleil et tout. Mais il y a aussi sur Amazon que vous pouvez avoir nuances et subtilités de la langue française. Après la pause, on va parler de stress pendant le temps des fêtes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant du stress pendant le temps des fêtes parce que c'est clair que tout le monde ressent du stress à ce moment-là. Dania, de l'Association canadienne pour la santé mentale, tu tombes pile poil. Parce que là, il nous reste comme une semaine avant. Pour les retardataires, là, je pense que le stress est monté. C'est la frénésie, mais c'est un moment de joie. Ouais. Hein? Tout le monde veut avoir des moments agréables, créer des nouvelles mémoires, des nouveaux souvenirs qui vont rester pendant des années. Mais il y a du stress qui vient. Hein? C'est comme toute chose, il y a un côté qu'on aime, puis un côté qu'on aime moins. Ouais. Puis comment toi, tu pourrais définir ce que c'est que le stress? C'est quoi le stress, dans le fond? Bien, le stress, c'est une réaction face à un stimuli, face à quelque chose qui se passe, mais qui va nous débalancer un petit peu. OK? Puis, le défi, c'est de savoir comment reprendre pied. Reprendre pied, exactement, selon la situation, puis selon ce qui fonctionne pour nous, parce que c'est pas la même chose pour tout le monde. D'accord. Okay? Puis le stress, ça affecte beaucoup de personnes, les plus jeunes, les plus vieux, tout le monde, en fait. Même en situation de fête où on va voir le Père Noël ou on a oublié d'acheter quelque chose d'autre pour un ami, pour une ma tante ou quoi que ce soit. Donc,
Oui, c'est ça. C'est très, très, très frénétique. Donc, c'est vraiment, ça touche à... Là, t'entends de me... Ben, ça me fait découvrir que oui, quoi, les enfants qui attendent le Père Noël, ils ont un stress aussi. Ben oui! Ils savent pas s'ils vont recevoir le cadeau qu'ils veulent ou bien si... Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Ils sont surexcités, mais c'est peut-être du stress aussi, en fait. Ça peut être une forme de stress. Mais moi, je pourrais dire, par expérience personnelle, puis de ce que j'ai entendu de d'autres collègues aussi, plus ils sont petits, moins ils comprennent bien la notion du Père Noël, la visite du Père Noël, plus ça peut être quelque chose qui leur apparaît comme étant « Oh, c'est étrange, qu'est-ce que je fais sur les genoux d'un étranger que je connais. » Oh, les pauvres bébés! Oui. Qui est tout en blanc et rouge en plus. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses qui peut créer le stress? Là, on a dit, oui, la frénésie, ça va de soi. Oui. Mais je pense qu'il y a des situations plus spécifiques. Absolument. Il y a des situations plus spécifiques. Donc, on sait que quelques temps après l'Halloween, on sait que le Noël arrive, ou le temps des fêtes arrive. On commence à terminer les petites réparations à la maison parce qu'on va accueillir des visiteurs. On va avoir des emplettes à faire. Et, évidemment, lorsqu'on pense au temps des fêtes, on accueille une multitude d'activités additionnelles qui ne font pas partie de notre quotidien. Et notre quotidien est déjà assez rempli, merci. C'est déjà stressant. Et là, on accueille tout bonnement une autre couche d'activités, juste par plaisir. D'accord. Mais il y a un prix à payer pour ça. Donc, par exemple, lorsqu'on en prend trop sur nos épaules, lorsqu'on ajoute trop de responsabilités, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? On est surmené, on vit de la fatigue, les maux de tête, etc., les petites querelles anodines. Il faut apprendre à déléguer. Il faut apprendre à déléguer, puis il faut apprendre à dire non, merci. Pas maintenant. Ou pas cette fois-ci. Je vais vous laisser faire. Je vais laisser à quelqu'un d'autre la chance de faire quoi que ce soit. Tu m'as donné un déclic tantôt quand tu parlais de, OK, quand c'est Halloween, déjà on commence à se préparer pour le temps des fêtes. On a déjà figuré qu'est-ce qu'on veut pour passer des moments en famille. Puis j'ai lu un article une fois qui disait que le stress, en fait, est occasionné par le manque de planification. Ça peut effectivement être... accentuer la situation. Le manque de planification, le manque de communication aussi. Donc, puis aussi, dans le sens où, le manque de communication dans le sens où les gens pensent que tant et aussi longtemps qu'on a un sourire puis qu'on a une bonne humeur, tout va bien. Mais des fois, c'est pas vraiment le cas. La réalité est que s'il y avait des problèmes qui existaient avant le temps des fêtes, bien, c'est pas parce que c'est le temps des fêtes que ça va s'éteindre. Hein? C'est toujours là. C'est juste que par moment, le temps des fêtes, à cause du stress additionnel, ça va amplifier qu'est-ce qu'il y avait déjà. OK? Donc... tu as parlé de déléguer aussi. Je pense qu'on devrait vraiment mettre l'accent dessus parce que je l'ai vécu, là. Pour une réception chez moi, j'ai porté tout sur mes épaules. Mais j'ai pas pu profiter du moment tout simplement parce que j'avais pas réussi à déléguer. Est-ce que tu veux qu'on t'aide à faire quelque chose? Non, je m'en occupe parce que je voulais faire plaisir. Mais au final, j'ai pas profité de la soirée. J'étais vraiment pas de bonne humeur. Oui, non, c'est ça. Et puis, c'est fatigant. Puis, c'est ça, t'as pas le plaisir d'avoir accueilli puis d'avoir pris part aux conversations puis aux rigolades, etc., de ton environnement. Chez moi, au fait, lorsqu'il y a un rassemblement, je délègue. Toi, t'apportes quoi? C'est plus facile. C'est plus facile, mais aussi, on est plus détendu. C'est vrai. Puis, on peut vraiment profiter du moment de plaisir avec notre entourage. Une autre situation qui peut causer du stress additionnel ou un excès, c'est les problèmes relationnels. OK? Oui, c'est les chicanes de famille. Oui. Puis, puis c'est ça. Puis, souvent, comme je l'ai dit, s'il y avait déjà un problème auparavant, ça va juste amplifier les choses. Des fois, c'est important de dire, OK, je sais que je vais rencontrer mon cousin Intel ou ma soeur Intel avec qui on est vraiment passe pas. Chat et chien. Oui, exactement. Mais peut-être qu'il faut se demander qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est important d'avoir raison? Est-ce que c'est important de conserver ma relation avec cette personne-là? Et de dire, OK, pour moi, c'est important d'avoir du plaisir pendant le moment des fêtes. C'est vrai. Je vais mettre mes différences de côté. Puis, de toute manière, est-ce que ça serait pas mieux de résoudre nos différends
une fois que le stress additionnel est mis de côté, ce serait plus efficace, il me semble, de résoudre nos conflits. C'est clair que quand il y a trop de stress, là, on dit des paroles, on pose des actes. Qu'on regrette, qu'on finit par regretter. Exactement. Une autre situation aussi, c'est des fois, à ce moment de l'année, il y a eu des deuils, des décès, des séparations ou des moments qui sont vraiment difficiles à tolérer. La tristesse, la colère survient. Donc, il faut penser que certaines personnes vont afficher un sourire, mais que derrière ce sourire-là, il y a vraiment une souffrance. Donc, ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne devraient pas jouir du moment présent. Au contraire, ils devraient peut-être célébrer le côté positif de la relation qu'ils ont eue avec les personnes qui sont parties, peut-être détachées. Exactement. Tu as dit qu'il y avait différents types de stress. Tu as mentionné comme 4 types, je pense. Oh, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Est-ce que tu pourrais m'en nommer quelques-uns? Je sais pas, moi. Le stress, la dépression? Non? Bien, ça, c'est un stress au niveau de l'humeur. La dépression? C'est là que je vais m'arrêter, là, parce qu'on en parle beaucoup. Bien, ce que je recherchais, plutôt, c'est le stress financier. Ah! OK. Tu sais, les finances, là-haut, et les finances, on essaie de ne pas y penser, mais si tu le dis, c'est bon. Parce que les cartes vont pleurer après les fêtes, là. Ça, c'est clair. On se laisse emporter par la magie de Noël. Puis on veut faire plaisir. Il y a tout le temps des soldes. Oui, il y a tout le temps des soldes. Ouais. Mais sais-tu quoi? Les moments où on peut se rassembler et vraiment connecter entre les yeux, pas d'un écran à un autre, c'est riche, ça, puis c'est important. D'autres types de stress, il y a le stress occupationnel, donc le stress qui vient avec le travail. Il y a le stress relationnel, avec les difficultés. On en a parlé tout à l'heure. Oui, puis un autre stress qui est de plus en plus présent, le stress technologique. OK. Tu m'expliques ça un peu dans quel contexte? Le stress qui est amené par le fait qu'on est bombardé par ce que nos appareils technologiques provoquent. OK. Je te dirais que les jeunes sont plus... Tant ils sont plus habiles là-dedans, puis qu'ils sont vraiment nés là-dedans, mais il y a aussi le stress de... Ding, ding, tu sais, entendre la sonnerie, puis de dire « Oh, j'ai peur de manquer quelque chose. J'ai peur de rater une occasion de répondre à quelque chose. » Exactement. Prendre une grande respiration. Puis je pense que, comme j'ai mentionné, même tantôt, stress financier, on parle de planification. Si on a une bonne planification, on essaie de s'organiser, s'autoréguler pour ne pas faire des dépenses. Absolument. Puis, pendant la période des fêtes, tout le monde veut bien paraître. Tout le monde veut montrer, c'est ça, leur meilleur côté. C'est vrai. Mais la réalité est que tout le monde est humain. Le perfectionnisme... Je préfère plutôt penser qu'on est en pleine progression que de penser qu'on veut être perfectionniste. Exactement. Parce qu'on n'arrête pas de progresser. Exactement. Puis l'important, c'est de prendre plaisir au moment agréable avec les personnes qui nous apprécient et les personnes qu'on apprécie aussi. D'accord. Puis là, maintenant, on va parler... Là, il va nous rester 6 minutes parce que j'ai continué avec toi. La discussion était tellement belle, là. Tu sais, là, il y a des activités dont tu vas nous parler qui sont vraiment un grand facteur pour réduire. On ne va pas dire l'effacer carrément, là, mais quand même pour réduire le stress. Là, on parle de quoi? Activité physique. On va parler d'activité physique. Ça, c'est... Oui. On va parler de pleine conscience. On va parler de la musique. La musique, la lecture, l'écriture. OK. Donc, de l'art. De l'art, exact. Différentes formes d'expression artistique. Puis, on va parler aussi d'activités relationnelles. Pas nécessairement avec la famille. De quoi tu parles? Relationnel, interpersonnel, donc avec les gens. OK, d'accord. Donc, toutes ces activités, l'activité physique, on en parle beaucoup. Ça aide pour surtout ceux qui sont dépressifs, qui ont des moments de tension. Ça, tout le monde le sait. Mais la musique, c'est quoi? Écouter une musique qu'on aime bien, qui nous met de bonne humeur? La musique, donc, écouter la musique et jouer de la musique, ça détend. Ça va agir sur la cortisol. Qui est associé souvent au stress, qui monte. Mais en écoutant ou en faisant la musique, ça le baisse. En même temps, ça va faire monter le neurotransmetteur, la dopamine, qui est le produit chimique là, qui est sécrété par le cerveau, qui apporte du plaisir. Du plaisir, du bien-être. Chanter, surtout chanter avec les autres, avec son entourage, ça libère... Chanter sous la douche aussi. Oui, sous la douche, exactement. Les faits indiquent que ça relâche, ça libère de l'oxytocine, qui est souvent associé aussi c'est pas elle, l'hormone du bonheur, non? Non, la dopamine? La dopamine, c'est le plaisir.
Ce que je veux dire, c'est que l'oxytocine aussi libérée pendant les contractions, durant l'accouchement, puis la lactation. Donc, c'est juste pour dire que la musique a un aspect social aussi, par ce que ça provoque. L'activité physique, si j'ai le temps d'en parler, je vais juste mentionner qu'il y a une belle étude qui a été publiée en 2017 dans Santé mentale au Québec par Emmanuel Poirel, qui a fait l'analyse d'une centaine d'études scientifiques pour vraiment mettre la lumière sur les généralités qui ont fait leur preuve finalement au niveau des bienfaits de l'activité physique sur la santé mentale et pour combattre le stress. Ça a indiqué qu'une séance de natation, de yoga, de course à pied ou même d'entraînement musculaire engendre des effets comparables à la prise d'un médicament anxiolytique. Donc, des médicaments qui visent à baisser l'anxiété des gens. Puis, ça indique aussi que après, en faisant la prise de tension artérielle et de fréquence cardiaque, après une séance d'activité physique, ces données-là ont été réduites de 50%? En dessous de ce que c'était avant d'entamer l'activité physique, et ce, de 2 à 7 heures après avoir fait l'activité physique. C'est-à-dire que notre fréquence... Ça dure très longtemps. La fréquence cardiaque, la tension artérielle baisse, et les bienfaits au niveau de l'humeur, au niveau du changement qui se passe au niveau du cerveau, durent pendant tout ce temps-là. Moi, tu sais, je fais du taekwondo. Ça fait 4 ans et demi, 5 ans à peu près que j'en fais avec mon plus jeune. Et vraiment, quand j'y repense, j'ai commencé le taekwondo comme un moyen anti-stress parce que il y a une période de ma vie à ce moment-là où je percevais plusieurs sources de stress de part et d'autre. Et je me rends compte, puis surtout après avoir lu cette étude, que quand je manque une séance, faut dire que j'en fais 5 fois par semaine, donc c'est pas mal. D'accord, c'est pas mal un second job, là. Exactement. Mais quand je manque une séance, je le ressens dans la qualité du sommeil par après. Wow. Moi, je suis un oiseau de nuit. J'ai été comme ça depuis l'adolescence, donc je me couche tard. Ça, c'est ma norme, Mais quand je manque une séance d'entraînement ou une classe, je m'endors plus tard et j'ai de la difficulté à m'endormir. Mais quand je reviens, puis je transpire, puis je suis toute fatiguée, moi, j'ai besoin d'activités intenses pour me détendre. Je m'endors plus rapidement et je dors plus longtemps. Donc, il y a vraiment un effet sur la santé. Puis par rapport à ce que tu as mentionné, par rapport à la médicamentation, j'ai vu que tu as mis ça dans tes notes. C'est super important de ne pas se dire, OK, j'en prends plus de mes médicaments. Non. Absolument. Là, je veux pas qu'on prenne mon message, qu'on distorsionne mon message. Il faut continuer sa médicamentation. Si vous suivez un traitement médical qui vous a été prescrit par le médecin ou l'infirmière praticienne, il faut continuer. Si on veut le modifier, quel que soit, il faut consulter. Parce que chaque personne a ses bagages et ses facteurs personnels qu'il faut qu'ils soient considérés avec le professionnel de la santé. Alors, il va nous rester, je pense, 30 secondes. Est-ce que ces informations que tu as partagées avec nous se trouvent facilement sur votre site Web? Sur notre site Web local d'Ottawa, sur le site Web de l'Association canadienne pour la santé mentale au niveau provincial, oui, puis un peu partout là, sur l'Internet. Merci. Il faut prendre le temps de jouir de nos moments agréables, puis... prendre le temps aussi de se ressourcer, je pense. Comme ça peut aider. Exactement. Protéger ce temps-là, c'est très précieux. Merci beaucoup, Dania. Je te souhaite de très belles fêtes. Merci, à toi aussi. Et puis, je vais inviter le monde à visiter le www.ottawa.cmha.ca. Après la pause, on va parler d'une étude qui s'en vient à l'Institut du savoir Montfort. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Attention, red flag, oh red flag. Je dis vague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, oh red flag. Je dis vague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, oh
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle d'un projet de recherche qui s'en vient à l'Institut du savoir Montfort, comme je l'ai mentionné, sur les femmes enceintes. Et vous, Céline, vous êtes coordonnatrice des projets à l'Institut du savoir. C'est ça. Puis là, le projet, en fait, c'est ma docteure Diane Kozicki. Oui. C'est ça, je l'ai dit. OK. Parfait. C'est un projet qui a été, comme je vais dire, élaboré ou lancé par ce docteur-là. Oui. Là, on va parler de dépression, d'anxiété chez les femmes enceintes. Puis je pense que c'est quelque chose, je ne vais pas dire que c'est normal, mais ça va de soi un peu. Ça va de soi quand même, hein. Première grossesse, deuxième grossesse. Je pense quel que soit le nombre de fois où on a été maman, il y a toujours de l'anxiété quand on attend un enfant parce que c'est une responsabilité énorme. Parce qu'on ne va pas juste le porter, lui donner naissance, on va l'élever, on va l'ouvrir au monde. Enfin, honnêtement, non, ça fait peur. Ça fait peur de faire un enfant. Dépendamment qu'est-ce qu'on a comme, je veux dire, comme background. On se dit, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on n'est pas capable. Puis c'est toutes des questions que, normalement, on devrait prendre le temps de vivre la grossesse, mais je suis sûre que la moitié des mamans, là, elles y pensent déjà. Ah oui. Puis c'est ça qui apporte le stress, hein. Ça apporte le stress, puis tout le monde, quand on est enceinte, enfin moi je sais que c'est comme ça que ça s'est passé à chaque fois que j'ai attendu un bébé, et tout le monde a son mot à dire, puis tout le monde a des conseils à vous donner, puis des fois, évidemment, les conseils sont contradictoires les uns avec les autres, puis on finit par être perdu, on sait plus vers où se tourner, puis ça rajoute, on est déjà inquiet. Anxieuse, ouais, c'est on ça. On se récupère comme ça, l'anxiété qui vient des autres aussi, c'est pas toujours facile. Ouais. Puis là, quand c'est pas toujours facile dans ce temps-là, oui, il y a le soutien des médecins. Là, c'est bon à dire, là, il y a toujours un médecin, et puis souvent les sages-femmes, elles ont de bons conseils pour nous appuyer, parce qu'elles comprennent un peu, c'est leur métier, là, de nous appuyer. Mais ça reste toujours de l'anxiété, de la dépression, comme vous mentionnez. On va rentrer à la maison, on va entendre des affaires qui ont été dites par telle affaire. Puis les médias sociaux, Internet, ça commence à devenir quelque chose qu'on ne doit pas regarder quand on est enceinte. Là. Je pense pas. Dans plein de situations, mais surtout quand on est enceinte. Oui, parce que je le dis. Pourquoi? Parce que ma cousine, elle savait exactement qu'est-ce qui n'allait pas chez elle, en fait. Quand elle sentait comme ça, oui, Internet m'a dit telle affaire, et puis ça lui mettait de la pression, ou ça la rendait bien, mais soit ça lui mettait de la pression. Puis ça, c'est pas quelque chose que je pense qu'on devrait faire, là. Non. Non, faut s'épargner, faut se chouchouter, c'est quand même... si on le fait pas quand on attend un bébé, on le fait jamais, je pense. Mais non, ça peut être difficile d'être enceinte. Puis pour plein de raisons, des fois pour des bonnes choses, hein, parce que, je sais pas, on a eu soi-même un problème de santé, on a peur de le transmettre au bébé, ou des fois pour des croyances qui ont rien à voir. Hein. Moi, je sais que quand j'attendais ma fille aînée, j'avais peur qu'elle sorte pas. C'est idiot, hein. Ça finit toujours par sortir. Mais quand même, ça, à la fin, puis c'est le genre de choses qu'on n'ose pas demander à son médecin. Vous êtes sûr qu'il va sortir, parce qu'on a tellement peur de la réponse. Mais là... Non, mais sérieux? Ah bah sérieux? OK, l'anxiété, ça part loin, là. Je me suis renseignée, après, je suis pas la seule à avoir eu peur de ça, donc je me suis dit, bah, quand même, mais c'est encore une fois, je pense que l'anxiété vient du fait aussi qu'on a justement plein d'idées un peu folles, comme ça, qui arrivent quand on est enceinte. Plein d'informations aussi. Mais on n'ose pas, plein d'informations, puis je vous dis, on n'ose pas forcément poser des questions. Je dis honnêtement, poser la question à mon obstétricien, lui dire, est-ce que tu es sûre qu'il va sortir? C'est comme, madame, moi, je lui dis, bah, elle en parler quand même, hein, mais ça m'est resté, hein, pendant quelques semaines, quand même, j'avais un ventre énorme, c'était le premier, quoi. Quand même. Oh, il va sortir, il va forcément sortir. Elle est sortie, elle a 7 ans maintenant, mais... Puis là, comme on a dit, oui, ça affecte la mère, mais ça affecte directement la maman. Parce que les informations que j'ai eues à recevoir avant notre entrevue, ça m'a juste un peu choquée de savoir que le cortisol, en fait, ça faisait pas juste pour moi, ça changeait juste comme... Je veux dire, le tempérament du bébé. Comme il sent quand maman est anxieuse, quand elle est un peu dépressive. Mais je savais pas que ça l'affectait jusque dans son système immunitaire. Oui, ça peut. Ça, c'est grave, ça. Quand la maman est angoissée, elle va faire, donc, comme vous disiez, un peu plus de niveau de cortisol. C'est une hormone de stress. Puis c'est quelque chose qui va passer dans le placenta, qui va arriver dans le sang du bébé. Et puis ça va quelque part le stresser lui aussi. Puis ça va retentir sur plein de choses dans son développement. Comme donc, quoi son système immunitaire, comme vous avez dit, puis ça va élever ses niveaux de stress aussi. Donc, avoir un bébé qui naît déjà un peu stressé, c'est pas forcément facile pour lui, pour s'adapter après au monde extérieur. Donc, c'est pas qu'on les plaint, il faut le dire. C'est pas qu'on les plaint ou qu'on leur jette la pierre si elles sont anxieuses. C'est tout à fait normal, je pense, parce qu'on vit une transformation et tout. Mais l'idéal, c'est de minimiser un peu, je pense. C'est ça, il faut être capable de pouvoir en parler. C'est pas toujours évident de se reconnaître angoissé, puis on a toujours l'impression qu'on va casser les pieds aux gens, qu'on va les embêter avec eux, qu'on en fait trop. Mais c'est pas le cas, au contraire, faut oser en parler. Et puis on se rend compte aussi que plus on parle de ces angoisses, moins on en a derrière. Parce que justement, on arrive à se rendre compte de ce qui est
oui, là, il faut vraiment que je m'inquiète, mais là, c'est peut-être pas nécessaire. Et puis, ça permet de prendre un petit peu de distance avec les choses qui nous inquiètent et puis d'être capable de les gérer soi-même derrière. Puis, j'ai vu aussi, en parlant du cortisol qui allait affecter, oui, à cause de la dépression, la maman le sécrète, ça va affecter le système immunitaire de l'enfant. Mais je pense que ça va tellement loin, ça peut même créer des problèmes à l'accouchement. Puis, je crois, une infection intra-utérine. Oui. Puis, j'ai vraiment pas compris le rapport, en fait, avec ça. Parce que l'infection, là, c'est intérieur. Oui, c'est intérieur. Mais en fait, c'est plus une histoire de, comment dirais-je, des hauts niveaux de ces hormones de stress, en fait, vont affaiblir votre système immunitaire, la maman, le bébé. Et puis, quand on donne naissance à un enfant, on est quand même un peu plus fragile, hein, on va pas se mentir. Donc, ça peut effectivement favoriser le développement d'infections derrière. Puis mais c'est pas systématique, heureusement, parce que... C'est ça, sinon elles seront comme toutes affectées. Là, parce que ça laisse une place, là, je ne vais pas le dire des affaires en ondes, mais ça laisse une place, en fait, pour laisser les microbes passer rapidement. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Puis accouchement difficile, ça fait que c'est pas très, très joli pour les mamans. Comment vous avez eu ce déclic-là? Est-ce que c'est parce que vous recevez beaucoup à l'hôpital Montfort, à le Sud-Savoir, je sais pas, mais beaucoup de femmes qui ont cet état d'esprit-là, qui sont beaucoup anxieuses? Alors, en fait, Dr Kozicki, qui est la chercheure principale du projet, oui, elle est psychologue. Et puis, elle travaille beaucoup sur l'apport de la méditation dans les symptômes psychologiques comme l'anxiété ou la dépression. Et puis, c'est comme ça que lui est venue l'idée de ce projet, en fait. C'est de partir du principe qu'effectivement, la grossesse, c'est quand même un moment où on est anxieux, puis c'est normal d'être anxieux, on ne dit pas le contraire, mais que c'est un moment où on a besoin justement d'être bien pris en charge. Et puis, elle a fait le lien, on va dire, entre ces pratiques et puis ça, pour se dire que peut-être que ça pourrait aider les mamans angoissées, déprimées, de faire du yoga pendant leur grossesse. Donc, ça aurait pu être autre chose. Pourquoi est-ce que tu penses qu'elle a choisi le yoga? Parce que ça aurait pu être la lecture, tout simplement? Oui, on aurait pu faire la méditation, tout simplement aussi. L'avantage du yoga, moi je le vois pour en faire aussi du yoga, c'est que c'est pendant la grossesse, c'est à la fois sur la santé physique puis sur la santé mentale. C'est-à-dire que la pratique du yoga, en tout cas la pratique du yoga qui est proposée dans son projet, c'est un enchaînement de postures de yoga. Donc c'est des positions qu'on prend, ça permet confortable pour la grossesse, c'est adapté en fonction de la taille du ventre. On ne peut pas faire toutes les postures de yoga quand on est enceinte, mais déjà ça permet de garder de la souplesse. Ça, c'est important quand on est enceinte. C'est bon aussi pour l'accouchement vers la fin. C'est bon aussi pour l'accouchement parce que ça permet d'avoir moins mal au dos, moins mal aux jambes. Ça permet d'arriver à l'accouchement, je dirais, un peu plus préparé aussi pour que le bébé puisse sortir. Parce qu'il sort. Et puis, le yoga, c'est aussi... ça permet aussi de retrouver une certaine tranquillité d'esprit. Je dis pas qu'en faisant du yoga, on n'est plus du tout anxieux. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Mais ça permet de mettre un petit peu à distance les pensées qui nous inquiètent. Et puis... se focus sur le moment présent. C'est ça, de se focuser sur soi, sur son bébé, de quelque part d'être... plus présente pour son bébé aussi. Et puis, encore une fois, ça aide du coup à laisser les pensées inquiétantes un petit peu à distance, puis faire un peu comme si on les regardait de loin, puis de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'inquiéter pour ça? Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui doit faire en sorte que je dois être comme ça, toute serrée, toute contractée? Et puis souvent, on se rend compte que pas nécessairement, puis ça aide un petit peu plus en paix. Puis quand elle a décidé, je dirais pas décidé, quand elle a pensé au projet Dr Kozicki, c'est ça? Quand le docteur Kozicki a pensé à ce projet-là, est-ce que c'est parce que peut-être qu'elle a essayé avec peut-être des patientes ou à elle qui sont allées comme essayer du yoga ou peut-être de la méditation? Parce que c'est clair que même si tu n'es pas enceinte, là, le yoga, la méditation, c'est des affaires qui nous permettent de revenir en nous-mêmes. Donc, est-ce que... Parce que là, on a un autre... Et moi, c'est ce que je pense. On a un autre être à l'intérieur de nous. On peut aller voir la consultation, on peut faire une consultation avec un médecin qui va nous dire que tout va bien. Mais vous savez, il y a ce petit instinct-là que les mamans seules ont de savoir que quelque chose ne va pas bien, puis souvent il y a le bébé qui bouge un peu partout. Est-ce que quand on fait la méditation, vous pensez que vraiment on peut arriver à se détacher? Parce que c'est cet instinct-là, moi, qui me fatigue dans cette histoire. Le yoga, c'est bon, mais c'est l'instinct, en fait. À se détacher complètement, non. Mais honnêtement, pour l'avoir pratiqué, d'être vraiment... comment dire, quand vous sentez que vous lâchez prise, là, que vous laissez votre stress partir, puis que vous sentez que le bébé, il va... surtout, il faut qu'il fasse une certaine taille déjà, mais quand vous le sentez
se calme aussi, qu'il est moins agité dans tous les sens. C'est merveilleux. Ça. Honnêtement, ça se sent, c'est vrai. Et puis c'est tellement agréable parce que c'est dans ces moments-là qu'on se dira, il n'est pas encore là, je lui parle pas, mais pourtant on communique l'un avec l'autre. Et c'est vraiment des très beaux souvenirs que j'ai gardés. Et ma plus jeune enfant a 9 ans, donc oui, ça reste. Ça reste. Je vais vous garder avec moi, on va prendre une petite pause. Okay. Et puis juste après, vous aussi, je vous garde avec moi parce que quand on revient, on va continuer de parler de ce merveilleux projet de recherche là qui s'en vient parce qu'on a besoin de vous pour aller à bout de ce projet. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a un écart, un grand couloir devant ces mots et entre nos bras. Je suis tout à l'envers. Mon cœur se serre devant ces mots que le temps voudrait taire. Il y a 35 000 mots dans le dictionnaire pour t'exprimer. 35 000 fois que j'ai essayé de te parler. Il n'y a aucune raison. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours d'un projet de recherche qui est en cours à l'Institut du Savoir Montfort. Et avec moi, Cécile, on parlait je veux dire de réduire, parce qu'on ne peut pas carrément l'effacer. On parle de réduire la dépression et l'anxiété chez les femmes enceintes. Oui. Puis la femme enceinte, on inclut tout le monde, que ce soit au premier trimestre ou au deuxième trimestre. Oui. Parce que dès qu'on apprend qu'on est enceinte, là, on devient anxieuse, je suppose. Oui, je pense. Hein. Enfin, en tout cas, dans mon cas particulier, oui. Puis là, on a discuté un peu de c'était quoi les bienfaits du yoga sur l'anxiété et puis la dépression des femmes enceintes. En fait, ça aide à les poser. Oui. À le gérer, puis à être plus en conscience, on va dire. Oui. Puis ça crée un beau lien, tu l'avais mentionné avant la pause, avec le bébé, avec parce qu'on sent qu'il est beaucoup plus calme. On sent qu'il est plus calme quand on est soi-même plus calme. Ouais. Quand on est soi-même plus calme, ça va de soi, en fait, dans le fond. Oui, mais c'est pas toujours si évident. Hein. Puis avoir un bébé, au début, on se dit, il n'y a pas de mode d'emploi. Il est là, et puis il pleure. Bon. Il vient sans un mot d'emploi. C'est ça. Donc, c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe. Puis en plus, il n'a pas les mêmes horaires que nous. On est tout le temps fatigué. Donc, je pense que c'est bien aussi d'avoir des petites astuces pour soi, pour se dire, bon, là, je vais me poser 2 minutes, je vais respirer un petit peu, on va se calmer tous les deux, et puis ça va nous aider. C'est pour ça que je trouve le projet très intéressant, parce que j'étais un peu perdue dans ma compréhension, mais tu m'as éclairé. Le projet de recherche, il y a 2 volets. Il y a un prénatal et un postnatal, en fait. C'est ça. En fait, comment ça va se faire, là? Alors, en fait, l'idée du projet, c'est on voudrait demander à des femmes qui sont enceintes. Donc, les femmes qui nous regardent, qui sont enceintes, Vous êtes enceintes, vous avez de l'angoisse, c'est normal. Mais venez nous voir. En fait, ce qu'on voudrait faire, l'idée du projet, c'est de prendre à peu près 8 futures mamans. 8, ok. Voilà, on va les confier à un instructeur de yoga, puis une fois par semaine, elles vont faire du yoga. Ok. Alors, de combien de minutes? Est-ce qu'on a déjà à peu près idée? 1 heure. Ok, parfait. Ouais, à peu près 1 heure, avec toujours à la fin de la séance de yoga, on fait toujours une séance de méditation. D'accord. C'est comme ça qu'on clôture en fait une séance de yoga. Et puis ces 8 mamans-là, elles vont avoir donc l'instructeur de yoga pendant à peu près 8 semaines. Avant d'avoir leur bébé. Et puis, on va regarder comment elles vont. On va leur poser régulièrement des questions pour voir quels sont leurs niveaux de stress, leurs niveaux d'anxiété. 8 semaines avant le bébé, donc avant la naissance. Pendant 8 semaines avant la naissance. Ok. Ouais. Et puis, on va continuer de les suivre jusqu'à 6 mois après la naissance
du bébé. C'est bon ça. Ça va nous permettre de voir comment elles se sont senties pendant la grossesse. Et puis ça va nous permettre de voir comment elles se sentent après la grossesse. Et puis ça va nous permettre de voir comment se sent le bébé aussi. Donc on va leur poser des questions sur l'accouchement. On va leur poser des questions sur la santé de leur bébé. Et puis, on va aussi mesurer le cortisol, la fameuse hormone, chez le bébé aussi, pour voir un petit peu comment c'est. Comment vous allez mesurer ça pour le bébé? En fait, ça se fait très facilement, il suffit d'un petit peu de salive. Ok, d'accord. Donc, les bébés font de la salive, on n'a aucun problème pour ça. Donc... ça crache tout le temps là. Voilà, donc il n'y aura aucun problème pour le recueil. En fait, on prend juste un petit couvillon, puis on le met dans la bouche du bébé, et puis on recueille de la salive comme ça. Et puis c'est tout ce dont on a besoin pour faire le dosage. Donc. Puis quand vous allez faire votre recherche, sur quoi est-ce que vous allez vous baser pour élaborer, je veux dire, vos différentes statistiques, vos différentes données? Alors, en fait, on va tout simplement poser des questions aux mamans. C'est-à-dire qu'on a en psychologie, maintenant, on a des questionnaires qui sont déjà élaborés avec des questions... Donc, qui ont été faits par docteur... par docteur Kozicki, ou certains qu'elle a adaptés, d'autres recherches. Et en fait, des questionnaires qui vont mesurer le niveau d'anxiété de la maman, pourquoi elle est inquiète, jusqu'à quel point, quel retentissement ça a sur elle. Et puis, c'est des questionnaires qu'on va leur poser évidemment régulièrement pendant l'étude. Pour voir un peu l'évolution, sinon voilà. On pourrait pas... Et puis, c'est comme tout questionnaire, c'est avec un score à la fin que nous, on va calculer. Puis selon les scores, ça nous permet de savoir comment va la maman. Et puis donc, on posera ces questions tout du long. Et puis, on va aussi faire l'évaluation. Donc après, chez le bébé, alors c'est évidemment pas le bébé qui va pouvoir nous répondre à 6 mois, malheureusement, mais on va poser des questions à la maman pour savoir comment est son bébé, comment est-ce qu'il grandit, tout ça. Et puis, ça va nous aider à évaluer un petit peu... Est-ce que vous avez en tête, comme en échantillonnage, je sais pas, peut-être l'âge ou des mamans, quelque chose dans le genre? Vous avez sélectionné ou c'est vraiment tout? Non, le projet, il s'adresse à toutes les mamans qui sont enceintes. Toutes les mamans, que ce soit leur première grossesse, deuxième, troisième. De toute façon, on a de l'anxiété. Moi, j'ai eu 3 enfants. On a de l'anxiété à chaque grossesse de toute façon. Donc, toutes les futures mamans sont les bienvenues. Docteur Kozicki... On a dit premier et deuxième trimestre, peu importe. Oui, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir le temps de faire les 8 semaines de yoga. Ça, Donc, si on arrive et qu'on est déjà dans le 3e trimestre, la maman ne profitera pas. Elle va avoir le temps de faire 2-3 séances et puis après, elle va accoucher. Donc, on ne pourra pas évaluer. On ne pourra pas évaluer si ça lui a fait du bien ou pas parce qu'on va être trop près de l'accouchement. C'est Dr Kozicki ou son assistante qui vont soit voir les mamans si elles ont envie, soit leur téléphoner pour discuter un petit peu, voir... effectivement, est-ce qu'elles peuvent bénéficier du projet ou pas? Et puis voilà, donc... Est-ce que dans l'échantillonnage, vous tenez compte aussi des ethnies? Ou c'est vraiment... C'est ouvert pour tout le monde. Après, on peut faire l'analyse après selon l'ethnie des personnes. Mais là, vraiment, ce qu'on veut regarder, c'est une maman qui est anxieuse. Est-ce que le yoga lui fait du bien ou pas? Notre idée derrière, c'est que on pense quand même que ça va faire du bien à la maman et au bébé. Je pense que voilà. oui aussi, et puis ce qu'on aimerait, l'évaluer jusqu'à combien et tout. L'idée, c'est d'avoir des preuves pour pouvoir après mettre en place un vrai programme de yoga prénatal. Voilà, vraiment dirigé pour les mamans et puis pour les aider à vivre tout ça. Il y a déjà, je pense, si vous regardez dans les studios de yoga sur Internet, on propose déjà des programmes de yoga comme ça pour les futures mamans. Mais pour vous, je pense que c'est beaucoup plus... je dirais pas... Mais en tout cas, ça fait beaucoup plus de sens parce que c'est une belle continuité comme post-natal, en fait, jusqu'à 6 mois pour voir comment ça a évolué. Donc, je pense que... C'est vraiment pour voir pour la maman et puis pour son bébé aussi. C'est ça. Donc, c'est pas juste la maman. La plupart du temps, c'est plus focus sur la maman pour qu'elle puisse vivre sa grossesse, avoir plus de calme en elle. Mais le bébé, c'est pas qu'on s'en fout, là, mais on se dit, si elle est bien, ça va de soi que l'enfant y est bien, mais c'est mieux de aussi évaluer le bébé ça va aussi. pouvoir nous prouver scientifiquement par regarder, effectivement, là, quand la maman est plus détendue, le bébé va mieux derrière, puis c'est important. Il y a des critères d'admissibilité, c'est clair qu'il faut être enceinte comme avoir un gros ballon devant. Pas nécessairement. Si les mamans qui voient là son premier trimestre de leur grossesse et puis qu'elles se disent peut-être que elles peuvent toujours nous passer un petit coup de fil, nous envoyer un courriel et puis on peut discuter avec elles, voir effectivement si le programme est bon pour elles. Et puis, je pense que j'ai le courriel ici. Il faut juste être volontaire à participer au programme. Il ne faut pas juste vouloir faire du yoga et puis s'emmener là-bas. C'est vraiment un projet de recherche qui va aider d'autres femmes dans le fond. Là. C'est ça. Faut quand même être conscient qu'on s'engage dans le projet. Ça veut dire qu'on s'engage à répondre à tous les questionnaires, qu'on s'engage à répondre aux questionnaires pour le bébé, à faire ses petits prélèvements de salive. Donc, oui. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Moi, je vais mentionner au monde à la maison que le courriel, c'est yogastudy@commercialmontfort.on.ca. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec faculté affaiblie. Opération Ruban Rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. Cette semaine, à Nathan Parle, on passera dans la cuisine avec François. Et Caroline Rochon sera là aussi pour la dernière de la saison. On va fêter Noël ensemble. Nathan Parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, La personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Amateurs de hockey, ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Moussettes d'Halifax viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le dimanche 19 janvier, 14h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, à l'émission, j'ai discuté avec Nabila Tadros, qui a fait ce bel ouvrage que vous pouvez voir à l'écran maintenant, « Nuances et subtilités dans l'usage de la langue française ». Je pense que c'est un mini dictionnaire que tout le monde doit avoir. C'est super intéressant. On en a de très bons mots dedans. Et puis, je pense que ça pourrait faire un beau cadeau à vos plus jeunes, là, déjà, qui s'intéressent vraiment à la langue française. Et pourquoi pas à des personnes adultes. Donc, elle m'a dit que c'est disponible sur Amazon. Donc, vous allez juste sur le site web d'Amazon et puis vous allez pouvoir vous le procurer. Vous savez, ce vendredi, c'est la dernière émission de l'année de Entre nous. Et ici, en studio, on vous prépare une superbe émission. On aura des contes, on va revisiter des films classiques de Noël. On va parler musique, on va parler aussi étiquette parce que vous savez, c'est le temps des fêtes. Forcément, vous pensez à recevoir du monde à la maison. Et quoi de mieux qu'avoir notre spécialiste de l'étiquette, Julie Plécomo, avec nous pour vous donner des outils pour pouvoir faire de vos réceptions des moments inoubliables. Tout ça, ça se passe vendredi. Ça sera une émission assez spéciale pour moi, pour vous. Et on le fait aussi vraiment pour vous. Puis à la fin, on aura aussi du champagne. Et puis, on va vous raconter plein d'anecdotes. Alors moi, je vous invite à vivre cette émission avec nous le vendredi 20. On se voit demain à l'émission à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Prochaine émission de Passeport 1225, nous accueillons Marie-Élisabeth Lévesque, une planificatrice d'événements, qui nous informe des activités régionales qui pourraient vous intéresser. Ensuite, nous écoutons quelques reportages des étudiants en journalisme à la Cité. Soyez des nôtres. Passeport 1225, mercredi 19h, sur TV Rogers. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Vous regardez TV Rogers.